Bonjour et bienvenue une nouvelle fois en ce lundi 27 octobre 2025 sur le site qui s'efforce de démontrer que l'humanité a un sens, une orientation, une finalité. Bon, là ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, il me faut pas grand-chose pour être perturbé, voilà, j'ai fait un petit voyage, et puis il y a un peu du monde autour de moi, et d'un seul coup, j'arrive plus trop à me concentrer. Donc voilà, là j'ai l'impression de retrouver un peu mes marques, et en fait mon équilibre, appartient à la mécanique universelle, en fait, à ce travail que j'ai entrepris. Quand dans une journée, j'arrive à travailler pour cette œuvre, on va dire, hein, même si c'est une œuvre naïve, pour cette œuvre, eh bien, je me sens bien, je dors bien, je suis heureux. Et quand j'ai fait tout un tas de choses ordinaires, même si c'est très intéressant, se balader, rencontrer, etc., eh bien non, ça m'épanouit pas. Je suis constitué pour travailler à la mécanique universelle. Mais comme Van Gogh était constitué pour faire de la peinture, voilà, on aurait pu lui proposer d'aller vivre à Bali sur la plage avec tout le confort, il aurait pas accepté. Donc il y a une force qui est plus puissante que tout dans la passion créatrice, qui fait que eh bien, l'équilibre, on le trouve à travers ça. L'équilibre un peu déséquilibré, hein, parce qu'il manque tout un tas de choses. Il manque l'affectif, il manque le relationnel, il manque dans ce type de passion, c'est pas simple à vivre. Mais voilà, c'est une sorte d'obligation un jour j'essaierai de réfléchir vraiment profondément à ce sujet-là. Je le trouve intéressant parce que souvent il faut que je me justifie, mais pourquoi tu oublies tout le reste au profit de la mécanique universelle, etc. Voilà, alors, ce qui m'a remis un peu en piste aussi, c'est ce que j'ai écouté cette nuit. Toujours sur France Culture, bien sûr, souvent, voilà, les vidéos que je fais, elles prennent appui sur des podcasts, bien souvent dans l'émission Avec Philosophie, sur France Culture. Et bien là, c'était le cas. J'ai écouté ça cette nuit et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Alors, je l'écoute d'une oreille distraite, donc je peux pas... voilà, je me souviens pas, par exemple, de ce que j'ai écouté par bribes, par moment. Mais je sais que ça m'a marqué et que j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et c'est pourquoi, eh bien, je suis neuf. Je vais lancer ce podcast et puis je vais dérouler mes idées, je vais commenter, je vais me permettre de commenter et commenter des gens qui sont vraiment des spécialistes. Donc c'est un peu... voilà, c'est pas... C'est un peu, je ne sais pas comment on pourrait dire, c'est pas orgueilleux parce que c'est au niveau du travail. Donc c'est vraiment pour l'humanité. En somme, j'ai pas j'ai pas envie de faire briller le personnage qui parle là. On s'en fiche de ça. Ce qui est important, c'est la marche de l'humanité, en fait. Voilà comment mon esprit fonctionne. Et donc c'est pas ça, mais c'est un peu présomptueux de vouloir commenter des spécialistes. Mais à chaque fois, je trouve des choses qui me paraissent intéressantes à dire et surtout, ça me permet de préciser cette théorie que je développe, de l'éclairer par divers aspects. Donc, il y a à peu près 2 ou 3 000 vidéos maintenant qui ont été réalisées sous ce type-là, à peu près. Ça sera intéressant à un certain moment d'en extraire de chaque vidéo les choses importantes. Il n'y a pas grand-chose, mais de temps en temps, il y a des choses un peu importantes. Et dans ces choses importantes, eh ben, ça vaut le coup peut-être
d'en faire un ouvrage ou de faire quelque chose. Mais ça, c'est la postérité qui verra si ça intéresse ou pas de faire ce genre de truc. Alors, avec Philosophie, la série qui était consacrée en juin 2023, à quoi bon espérer? Point d'interrogation. C'était la série qui était proposée. Et l'épisode 4 sur 4, en général, il y a 4 interventions dans la semaine, croire en la croissance avec les pragmatistes. Et on parle de John Dewey. Dewey, je ne sais pas comment ça se prononce. Dewey. Alors voilà, on va lancer, et surtout, les 2 intervenants, c'est Julie Arnaud, professeure agrégée de philosophie dans l'enseignement secondaire, et doctorante en philosophie contemporaine à l'université Jean Moulin, donc à Saint-Étienne en fait, et Artaud Charpentier, normalien, docteur en philosophie et post-doctorant à l'université Jean Moulin, toujours à Lyon 3. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que pour les rencontres philosophiques, alors je ne sais pas si j'arriverai à leur écrire et à les intéresser aux rencontres philosophiques, par exemple, ou même à échanger avec, échanger avec un philosophe naïf et voilà, quelqu'un qui n'est pas du sérail, qui n'est pas un universitaire, qui est une sorte d'intuitif comme ça. Alors, mais je le ferai quand même. Je vais essayer de leur écrire et de leur proposer déjà de venir peut-être, si l'un des deux ou si les deux sont intéressés par faire une petite conférence cet été. On est à 35 km de Saint-Étienne. Et puis, sinon, si on peut échanger à partir de ce que je vais dire sur le point de vue que je peux apporter, qui est particulier, puisque le point de vue particulier que j'apporte, il est simplement dans le fait que la prospective sur laquelle je travaille, c'est-à-dire la finalité de l'humanité, eh bien, c'est, selon moi, ce qui manque. C'est ce qui a manqué à Saint-Simon, ce qui a manqué à Marx, ce qui a manqué à Nietzsche, ce qui a manqué voilà, et ce qui manque peut-être à John Dewey pour éclairer complètement la théorie magnifique, d'après le peu que j'ai écouté, son travail. Il manque peut-être le fait de pouvoir se projeter à la fin de l'humanité. Pas à la fin, parce que c'est pas la fin, mais à la réussite, au moment où l'humanité n'a plus rien à construire parce qu'elle a tout fini. Au moment où l'humanité a atteint son ultime perfection et donc elle n'a plus elle peut juste contempler, elle a atteint la sagesse, elle a atteint cet état dont j'essaye d'éclairer les pans sur la mécanique universelle. Et donc c'est ce qui manque, à mon sens, c'est ce qui manque à ces philosophes, parce c'était pas le moment c'était pas le moment d'atteindre cette compréhension, ce niveau de conscience. Il ne pouvait pas être atteint à l'époque de Saint-Simon, ni de Marx, ni de Hegel, etc., ni de Nietzsche, mais aujourd'hui on peut. Et peut-être pas de Dewey non plus. Alors on y va, je lance. Et puis on voit ce que ça donne. France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Ah, nous c'est pas le bon. De la complexité et non, je suis désolé, c'est pas le truc. L'étranger, le nouveau film de François Ozon. C'est pas ça. Alger, 1930. Voilà.
dommage. On était resté sur une vidéo que j'écoutais France Culture, hier. avec philosophie, Aïda Ndiaye. Nous arrivons ce matin au terme de notre série consacrée à l'espoir et nous vous proposons de nous demander si l'on peut croire en la croissance avec John Dewey. Si vous regardez l'économie, par exemple, qui est l'alpha et l'oméga aujourd'hui de ce qu'on débat à chaque fois qu'on compte, quand on compte, on aime bien compter des euros, c'est un des trucs qu'on aime beaucoup compter. En général, on n'a pas envie de voir des limites. Donc vous voyez, voilà des gens qui, par exemple, pensent que la croissance est un truc de long terme. Donc d'un côté, on commence à manquer de pétrole, de l'autre, on se prépare à un changement climatique qui est loin d'être terminé, etc. Donc, ouais. Et c'est là où c'est intéressant ce que dit Jean-Marc Jancovici. Les gens qui pensent que la croissance est quelque chose à long terme. Eh bien non, justement, c'est ce que je pense aussi, que c'est un moment, c'est un instrument de l'évolution de l'humanité. On est dans cette période-là, mais qui aura sa fin, parce que c'est pas la fin dernière de l'humanité. C'est pas la croissance pour la croissance qui peut justifier la présence de l'humanité sur cette planète. Notre rôle, c'est pas de travailler à la croissance, d'embellir la croissance, et que c'est ça qui justifie la création. La création de l'univers, c'est de monter en apothéose la croissance. Non, la croissance est un instrument, comme la compétition est un instrument, comme voilà. Donc, c'est autre chose. Vous voyez les limites à la croissance. En fait, on commence à les voir, elles commencent à être sous notre nez. Simplement, la part affective de notre cervelle continue à avoir envie de regarder les indicateurs qui vont bien, histoire qu'on puisse, une minute de plus, monsieur le bourreau, ne pas regarder la situation telle qu'elle commence à se présenter. Alors, cette pensée, elle est un peu catastrophique, mais elle a du sens, elle est importante, parce que justement, elle va à une sorte d'opposé, à l'opposé de ceux qui ne veulent pas regarder et qui disent « bon, on s'en fiche, après moi le déluge », par exemple, ou de toute manière, c'est faux, il n'y a pas... la croissance peut durer éternellement, etc. C'est important d'avoir les deux versions. C'est comme ça qu'évolue l'humanité, avec les progressistes et les réactionnaires, par exemple. Je ne parle pas de ce cas de figure, mais voilà, on est dans les progressistes, là, c'est ceux qui pensent justement que l'importance de la décroissance. Ce n'est pas ceux qui pensent que la croissance doit perdurer éternellement. Faut-il poser des limites à la croissance? C'est la question que se pose Jean-Marc Jancovici, que nous venons d'entendre ici dans une archive de 2019. Et c'est aussi l'un des enjeux de notre interrogation sur l'espoir. Parce qu'on l'a vu toute cette semaine, finalement, au cœur du concept d'espoir se trouve l'idée que nous pouvons tendre vers le meilleur, et ce, de manière peut-être indéfinie. C'est finalement l'idée que le meilleur est à venir, même si l'avenir reste fondamentalement ouvert et imprévisible. Cet optimisme est-il tenable? Alors, le meilleur est à venir, ça fait partie de ma théorie, hein, évidemment. C'est-à-dire que l'humanité vise intuitivement à atteindre son ultime perfection. C'est la théorie que je défends. Et cette ultime perfection, c'est l'accès à la sagesse, à la béatitude, à l'extase, à la contemplation, à la fin des tourments, en fait, et au bonheur suprême. Et donc, oui, c'est devant nous, effectivement. Et il faudrait voir si globalement l'humanité, dans son ensemble, elle évolue pas depuis que nous sommes nous. L'humanité liée à notre espèce. Si elle n'est pas dans un principe d'évolution depuis qu'on s'est séparé des autres primates, et dans un principe qui fait que de génération en génération, normalement, c'est un peu mieux. Dans la globalité, évidemment, ponctuellement, il y a des endroits qui régressent, il y a des endroits qui sont... Voilà, le bonheur qu'avaient les Indiens d'Amérique avant l'arrivée des conquistadors, ils vivaient dans une... Voilà, donc on ne peut pas parler là d'évolution à cet endroit de la planète dans les choses. Mais voilà,
dans la globalité de l'évolution humaine, c'est là où il faudrait pouvoir mesurer l'évolution générale de l'humanité. Mais est-ce que c'est possible de faire ça, d'ailleurs, je ne sais pas. Mais sur quoi repose-t-il ? C'est l'un des aspects de la pensée du philosophe pragmatiste américain John Dewey, sur lequel nous nous penchons ce matin. Le concept de croissance joue, chez ce penseur de l'éducation, de l'expérience et de la démocratie radicale, un rôle clé. Alors, en quel sens faut-il l'entendre ? Ça, j'aime. Voilà, la démocratie radicale. Voilà, c'est les choses, l'éducation, même la croissance. Ça m'intéresse et je trouve que voilà, la démocratie, par exemple, c'est quelque chose qu'on ne regarde pas réellement. On n'en voit pas l'âme. Les hommes politiques qui se disent démocrates, qui défendent, qui travaillent pour la démocratie, ils n'ont pas compris le sens de la démocratie parce qu'ils n'en parlent pas de façon transcendantale. La démocratie, c'est une œuvre d'art. Ça inverse les lois de la nature desquelles nous venons, c'est-à-dire quand nous étions des primates naturels, où les dominants thésaurisent les pouvoirs pour leur compte, plus ou moins, et puis bon, voilà, ils gèrent un peu tout le truc. Là, on fait monter les dominants, on les élit, mais pour qu'ils fassent le bonheur de l'ensemble de la troupe, de l'humanité, en fait, du groupe. Et donc, ça inverse complètement les valeurs. Mais évidemment, un dominant qui n'a pas compris ça, il se fait élire pour lui, pour son clan, pour son... pour son groupe de dominants, comme les primates. Donc, c'est quelqu'un qui est resté dans un état d'esprit primate, qui n'a pas des primates naturels, qui n'a pas compris l'importance incroyable et mystique et magique de la démocratie, par exemple. En quoi cet optimisme n'est-il pas réductible à une naïveté discutable ? Faut-il, avec John Dewey, croire en la croissance ? Je vous propose d'en parler ce matin avec mes deux invités. Julie Arnaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure agrégée de philosophie, enseignante et doctorante en philosophie contemporaine à l'université Jean Moulin Lyon 3. Et votre travail de doctorat porte sur la conception de John Dewey de la démocratie, sur la manière dont le pragmatisme thématise le processus d'idéalisation et le rôle que joue l'imagination dans cette conception. Nous en parlerons. Et bonjour Artaud Charpentier. Bonjour. Vous êtes normalien, agrégé et également doctorant en philosophie à l'École normale supérieure. Votre travail porte entre autres sur la philosophie sociale de John Dewey. Vous avez tous les deux contribué à un ouvrage collectif qui vient de paraître aux éditions de la Rue d'Ulm et que vous avez co-dirigé, Artaud Charpentier. Cet ouvrage s'intitule « Repenser la nature, Dewey, Canguilhem, Plessner ». On a entendu Jean-Marc Jancovici qui nous parlait de la croissance dans le sens où nous l'entendons aujourd'hui, c'est-à-dire la croissance économique principalement, la croissance au sens aussi du progrès technique. Est-ce que c'est dans ce sens-là qu'il faut entendre ce concept tel qu'il existe chez John Dewey ? Julie Arnaud, je vous vois sourire, vous pouvez dire non. Oui, non, je vais dire non, évidemment. Disons que ça m'a tout de suite fait penser à un ouvrage qui a été publié il y a quelques années maintenant par Barbara Stiegler, Il faut s'adapter, où elle montre justement comment l'économie, la pensée économique a réinvesti le concept de John Dewey, enfin la philosophie de John Dewey et le concept d'adaptation, le concept à travers, à l'origine, Charles Darwin. Et donc je crois que la question de la croissance est la même chose. L'économie a réinvesti ce terme qui évidemment à l'origine a un ancrage biologique et on le verra chez Dewey, j'imagine, aussi psychologique dans la mesure où sa psychologie est biologique. Et d'ailleurs, dans l'archive, on écoute parler de dimension affective de notre cervelle, ce qui fait penser effectivement aussi au rôle que John Dewey donne à l'émotion dans ce processus de croissance. Donc, je crois qu'il y a mieux à faire que de le penser de manière économique chez John Dewey, en tout cas. Artaud Charpentier, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un concept précis
de croissance chez John Dewey? Alors c'est délicat puisque le concept de croissance est à la fois central chez Dewey et se diffracte dans tous les éléments de sa pensée, mais reste en un sens crucial indéterminé. Et je crois que c'est précisément d'ailleurs... D'accord, alors voilà, là, c'est là où je vais m'opposer. Indéterminé, bon, ça c'est un choix philosophique de penser que la croissance, elle n'est pas déterminée par une cause antérieure. Selon moi, il y a une origine, il y a un moteur, il y a un lien, il y a une destinée en réalité. Il y a un axe de croissance qui est déjà préétabli à l'origine, de l'humanité, mais à l'origine du vivant, mais à l'origine de l'univers. Donc, dans mon sens, en lien avec le principe créateur, qu'on appelle Dieu, X, peu importe. L'indétermination de ce concept qui lui est particulièrement utile. En effet, chez Dewey, le concept de croissance n'a pas pour lieu d'abord la pensée de l'économie ou de la société, mais d'abord celui de l'individualité et de l'éducation. Une éducation qui ne se fait pas qu'à l'école ou que dans les premiers moments de la vie, mais qui fait un avec le mouvement continué de l'expérience. Alors pourquoi l'individualité et pas le groupe humain ? Moi, je pense qu'en termes d'humanité, par exemple. Je n'arrive pas à penser en termes d'individu. L'individu, il est un des moteurs de l'évolution de l'humanité. Nous sommes... Alors évidemment, il faut percevoir l'individu comme une œuvre d'art intouchable, à laquelle on ne doit pas porter atteinte, qu'on doit chérir comme on chérit une œuvre d'art. Et je pense que l'individu sera hissé au rang d'œuvre d'art comme par l'UNESCO, ou comme on protège les 7 merveilles du monde, on protégera chaque individu qui apparaîtra sur cette planète de cette manière-là. Il y aura donc l'individu est fondamental, mais le fondement, c'est l'humanité dans son ensemble. En fait, c'est ça qui donne du sens à notre présence au monde, à notre activité, à notre vie, voilà, c'est ce qui permettrait de donner du sens entièrement à l'existence d'un être humain. L'ancrage biologique, la référence à Darwin, l'éducation qui habite toute la pensée de Dewey. Préciser un peu qui était John Dewey et le courant auquel il appartient, le pragmatisme. C'est une figure assez extraordinaire. Je dois dire que j'adore ce genre d'intellectuel qui ont vraiment vécu et traversé, puisqu'il naît en 1859 et donc juste avant la guerre civile américaine, et il meurt en 1952, pardonnez-moi, juste avant la guerre du Vietnam. Donc c'est dire si en fait il traverse le siècle, et quel rôle justement est-ce que ça joue finalement cette vie qui est mêlée à une histoire très agitée, quel rôle ça va jouer dans sa conception peut-être précisément de la croissance et de l'adaptation que vous avez évoqué, Artaud Charpentier. Voilà, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas, à mon sens, il lui manquait justement cette capacité de penser la finalité de l'humanité, d'une finalité universelle. Déjà parce que il s'est retrouvé aux États-Unis. Les États-Unis, un endroit qui protège les gens qui sont partis là-bas, c'est pas pour rien. Les migrants qui sont allés là-bas, c'est parce qu'ils avaient besoin de protection, donc on peut que se sentir fier et heureux d'être américain, en fait, quand on est migrant, et donc d'être d'une certaine manière nationaliste, plutôt qu'universaliste. C'est plus compliqué. Et en plus, cette vision universaliste, elle est assez récente. Il n'a pas bénéficié, donc, John Dewey, des réseaux sociaux, d'Internet qui unifie l'universel, de la concrétisation de l'ONU, de cette vision universelle qui va naître à partir de la guerre, de la fin de la guerre 39-45,
et qui va surtout s'améliorer avec la construction de l'ONU, de l'UNESCO, de l'OMS, de l'OMC, etc. Et donc, il donne maintenant à un être humain une vision universelle, universaliste. Et c'est pourquoi je pense que la mécanique universelle est une sorte de finalité de ces penseurs. Elle peut permettre de clarifier leurs pensées et de voir que non seulement ils étaient dans le vrai, dans leurs pensées, mais qu'ils n'ont pas pu penser la totalité, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas les moyens, mais qu'ils avaient tout. Ils avaient placé toute leur logique, et c'est valable pour Nietzsche, c'est valable pour Hegel, c'est valable dans le sens de cette finalité, en somme. Oui, tout à fait. C'est une figure extraordinaire qui a traversé presque d'un siècle de l'histoire des États-Unis. Il est né en 1859, l'année de parution de L'origine des espèces de Charles Darwin, et il est mort donc en 1952, dans un monde entièrement transformé par la guerre froide. Et il a été un témoin, non seulement un témoin, mais un acteur direct aussi de la vie sociale et politique américaine. C'était un intellectuel, un philosophe, certes, et il a écrit aussi bien sur la métaphysique, la logique, la psychologie, mais c'était aussi quelqu'un qui... il est peut-être né en Amérique, d'ailleurs. La nécessité de s'ancrer dans les enjeux sociaux et politiques contemporains. Il y a cette phrase de Dewey que j'adore, il dit « La philosophie renoue avec sa vocation lorsqu'elle cesse d'être un dispositif de philosophe pour régler des problèmes de philosophes et devient une méthode cultivée par les philosophes pour résoudre les problèmes des hommes. » Voilà, c'est ça. C'est la philosophie, à mon sens, elle doit travailler pour l'humanité, pour le sens de l'humanité, amener à l'humanité du sens, lui permettre à chaque être humain qui apparaît sur cette planète de penser qu'il a un sens, qu'il a une place et que sa place est fondamentale dans l'évolution de l'humanité. Voilà, et c'est donc redonner, enlever de l'insensé à l'être humain et au profit de l'individualité et du plaisir de prendre, tu apparais sur cette terre, te pose pas de questions, jouis et puis disparaît. Non, ça marche pas en réalité. C'est pour ça que je suis un peu opposé aux philosophes de l'existentialisme par certains côtés. Et la vision individualiste qui en résulte et qui me semble un peu oui, et d'ailleurs, cette dimension d'engagement, elle se voit à travers aussi la place de l'enseignement, en fait, puisqu'il ça a été aussi un enseignant, il a créé une école, on va y revenir. Voilà, on va arrêter là pour cette vidéo. Il a créé une école, donc ça c'est quand même voilà. Bon, moi je suis fasciné par ces chercheurs, par ces penseurs, et je suis fasciné par les personnes qui en parlent. Ces deux personnes, Julie Arnaud Charpentier, qui arrivent à nous donner le plaisir de les connaître, qui enseignent, qui répandent cette culture. Je trouve ça, on rend pas assez hommage à ces gens qui dans la simplicité font un travail considérable dans notre pays, dans les pays où ils appartiennent, et malheureusement ils ne connaissent pas leur force. C'est quelque chose que j'ai vu au congrès inaugural que j'ai suivi à Strasbourg sur la religion, et je me suis dit, mais comment se fait-il que tous ces penseurs, ces chercheurs au CNRS, ces professeurs, qui se connaissent pour la plupart tous, qui sont en lien, etc., n'ont pas pris en compte la puissance et le pouvoir qu'ils ont sur les hommes politiques qui les maltraitent actuellement.
parce qu'ils en ont parlé d'ailleurs, ces chercheurs, en disant que les fonds étaient, qu'ils étaient sous-estimés, qu'ils n'avaient pas les moyens, que les choses se dégradaient, etc. Alors qu'ils ont un pouvoir, il suffirait qu'ils soient vraiment groupés pour dire au chef de l'État, aux politiques, bon, ça suffit, vous nous donnez les moyens, vous enlevez les moyens dans la guerre et dans les trucs que vous êtes... on n'est pas d'accord avec ça, vous pensez que vous avez une sorte de légitimité pour faire les choses par-dessus le peuple. Non, on veut vous enlever des moyens à tel endroit, vous les mettez dans l'industrie, pour les marchands, pour ci, pour ça. On veut récupérer les moyens pour pouvoir former des gens, pour pouvoir instruire, pour pouvoir amener de l'art, amener de la connaissance, amener de la culture à notre société. Donc voilà, et les hommes politiques seraient obligés de plier parce que l'importance de leur travail est inouïe en réalité. Voilà, bon, c'est un petit esprit critique, mais que je ne laisse pas passer en règle générale quand il vient dans mon esprit. Voilà, à très bientôt, merci.